Voilà une petite fille. Elle s'appelle Boucle d'Or parce qu'elle a les cheveux tout blancs et elle se promène dans la forêt. Ensuite, elle va vers la moyenne assiette et là elle goûte. Celui-là il est trop froid. Ah non. Dans les crèches, le masque est réservé aux adultes, une nouvelle contrainte à laquelle les assistantes maternelles ont dû s'adapter pour que le conte de Boucle d'Or fascine toujours autant. Avec les masques, il faut bien articuler, parler un peu plus fort. Nous les tatis, on s'est adaptés à ça. Les enfants aussi, je pense que... Et puis, ils ne nous posent pas de questions pour les masques. Pourquoi j'ai le masque, pourquoi... C'est normal pour eux. Les 3 ours. Il y a papa ours, maman ours et bébé ours. Communiquer, faire passer des émotions malgré le masque, l'enjeu est important pour ces enfants en plein développement. Alors la question des masques reste sous haute surveillance. Pour transmettre les émotions aux enfants, il a fallu penser à utiliser la partie haute et notamment le regard. Donc, on utilise beaucoup plus cette partie pour faire passer les émotions. Par exemple, un enfant peut très bien comprendre que l'on sourit même sans voir notre bouche. On répète peut-être un petit peu plus souvent les consignes. On va se doter bientôt de masques dits inclusifs. Donc on va pouvoir voir la bouche pour donc d'ici 2 semaines pour pouvoir réaccéder à une communication plus naturelle pour les enfants et avoir de meilleurs échanges, des échanges de meilleure qualité. Encore une autre histoire ou pas? Oui. Axel est schizophrène, une pathologie psychiatrique chronique complexe où le stress peut être facteur de rechute. Pas facile en cette période particulièrement anxiogène. Mais heureusement, Axel est bien entouré et il est bien suivi médicalement. C'est peut-être ce qui lui a permis de bien vivre ce 3e confinement, avec toutefois quelques difficultés. Il y avait des fois, c'est des moments de solitude et c'est vraiment difficile à passer tout seul. J'étais angoissé, stressé parce que il y a des fois où il y avait une perte dans le temps et on sait plus trop quel jour on est. Autrement, il y a des jours où c'est difficile parce que il faut vraiment se remettre en question et puis surtout le plus important c'est se sentir bien à l'aise chez soi et puis de savoir vraiment qui on est quand on a des troubles de la personnalité. Un sentiment de solitude partagé par Michel. Ce sexagénaire est malvoyant depuis plusieurs années maintenant. Si lui aussi a bien vécu de manière générale le 3e confinement, il a également rencontré quelques difficultés dans son quotidien. C'est vrai qu'au départ, rester enfermé entre 4 murs, c'était pas trop évident, mais bon, je me suis adapté. Et puis j'ai pu quand même aller faire ma marche le matin parce que je voudrais aussi faire un coucou à la Croix-Rouge parce que, étant donné que je suis très malvoyant, c'était difficile pour moi de remplir l'attestation. Donc j'allais à la Croix-Rouge et puis je demandais de me remplir une attestation. Et puis donc après je pouvais aller faire ma petite marche. Et puis aussi une attestation quand ma nièce venait me chercher pour aller faire des courses. Une des préoccupations de Michel est l'évolution des conditions de vie des personnes handicapées ici au pays. Si avant la crise sanitaire, le secteur du handicap avait déjà des difficultés à évoluer, il redoute qu'il soit davantage mis de côté aujourd'hui. L'handicap, jusqu'à maintenant, il y a eu des choses qui ont été faites. Il ne faut pas dire qu'il y a là, mais il y a encore tellement de choses à faire. Mais il est vrai que pour l'instant, là, tout ça, c'est bloqué. J'espère que ça va s'améliorer, parce qu'il faut que ça s'améliore. Mais après, je ne suis pas décideur. En France, une étude de l'Observatoire de l'emploi et du handicap menée en 2020 relevait que plus de 50% des personnes handicapées se sont senties isolées pendant la première période de confinement et plus de 30% ont eu le sentiment d'une dégradation de leur état de santé physique et mentale. Qui a du travail à me rendre aujourd'hui? C'est le grand retour au collège pour beaucoup d'élèves aujourd'hui. Dans cette classe de 6e, plus de la moitié était absente ces 2 dernières semaines. C'est le cas de Serena. La semaine dernière, j'étais pas là parce que j'avais peur de revenir à l'école. Sa camarade Johanna, elle, est présente depuis la semaine dernière. Les effectifs qui ont augmenté dans les classes ne l'inquiètent pas.
La semaine dernière, on était 2, parfois 3. Et là, on est plus nombreux. Mais je me sens bien, on est plus en sécurité. La sécurité, c'est bien ce qui préoccupe les parents. Dans ce collège du Nord, 63% des élèves ont répondu présents. Et voilà, à la deuxième heure, on prend le temps d'appeler les parents pour voir pourquoi ils ne sont pas venus, faire les points sur les absences, pourquoi les parents n'ont pas voulu emmener les enfants ce matin. Elle revient demain matin? D'accord. Après l'annonce des institutions sur la fin de la tolérance de l'absentéisme, ce matin, l'établissement enregistre 100 élèves de plus que la semaine dernière. Le fonctionnement tel qu'il est prévu, en respectant les gestes barrières, etc., est pour le moment satisfaisant. Nous sommes à l'affût des dysfonctionnements éventuels avec le retour de nouveaux élèves. Et on espère évidemment que ceux qui reviennent puissent rassurer ceux qui ne sont pas encore revenus, de manière à ce que tout le monde revienne le plus rapidement possible. À Poindimié, l'établissement continue de rassurer les familles. Aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, plus de 70% des collégiens et lycéens sont revenus en cours. Un résultat satisfaisant pour le vice-rectorat qui souhaitait particulièrement le retour des élèves concernés par les examens. Voilà le pied. Tu vois, ça c'est le pied. C'est pas difficile à le reconnaître. Il a des nœuds larges. Tu vois bien que c'est une plante qui ne pousse pas n'importe où. Elle pousse dans les maquis miniers. En dessous, tu vois les feuilles sont blanches. Ça, on l'appelle, ça c'est pareil, mais je ne sais pas si c'est ça vraiment le nom. Aujourd'hui, je libère ma parole pour tous les jeunes du pays, parce que c'est une plante qui m'a été donnée par les anciens et que je continue à prendre moi-même. Vous savez que quelque part, des fois, on a un certain âge, le sang il est un peu coagulé, il ne circule pas bien dans les veines. Ça, c'est fait pour justement oxygéner le sang. Et une fois par an, on fait bouillir cette liane. Chez nous, on est des familles aussi de guérisseurs. Il y a des guérisseurs chez nous. Et bon, ben voilà, tout le monde connaît ces plantes-là parce qu'on le fait. Il n'y a pas de secret dans nos familles, dans notre entourage. C'est comme ça. L'eau, il faut qu'elle soit au-dessus de la plante. Je donne la plante, mais vous êtes libre. Si vous voulez vraiment la prendre, faire confiance à la plante médicinale ou me faire confiance, vous la prenez. Moi, je vous dis parce que, voilà, nous, de génération en génération, on se soigne avec les plantes médicinales. Et vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, ça, c'est ma façon de voir les choses. Tu mets en bouteille, tu mets au frigidaire et tu prends 3 fois par jour. Un vers le matin, vers le midi, un le soir, pendant 10 jours. À votre santé! C'est l'heure, on y va encore? Motivée pour obtenir le précieux papier rose, Nathalie, la jeune pasteur, se rend chaque matin à Houé pour suivre ses cours de code de la route. Comme les 10 autres candidats venus ce matin, leur perspective reste encore incertaine. Il faut continuer à suivre les cours parce que sinon on va perdre le fil, quoi. Voilà, donc nous on continue, mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut se déplacer de Répéné pour venir sur Houé. Et puis il y a aussi le fait qu'on veut vraiment passer les examens, mais on ne sait pas quand est-ce. En fait, on n'a pas de date encore. Pendant que les 7 autres élèves s'entraînent au code avec l'assistante, Cathy, la responsable, s'apprête à partir pour 1 heure de conduite avec une deuxième élève. Donc là, on se lave, donc on se désinfecte les mains avec le gel hydroalcoolique dès qu'on monte dans la voiture. Et ensuite, donc, l'élève désinfecte avec au moyen d'une lingette désinfectante tout ce qui est le poste de commande, c'est-à-dire ce qu'elle est amenée à toucher.
On a pas mal d'élèves qui sont prêts à passer le code. On a des places donc d'attribuer normalement une fois par mois. Mais là, vu la problématique des transports aériens, les inspecteurs ne peuvent pas se déplacer. Donc là, ils ont repris les examens sur Nouméa, mais nous, sur l'IFU, on est toujours bloqués au niveau des places d'examen. À l'IFU, la trentaine de candidats comptent beaucoup sur la reprise des liaisons aériennes pour espérer passer leur permis de conduire sur l'île. Des trous et encore des trous, les conducteurs sont obligés de les éviter. Certains tentent malgré tout de passer dessus. Les habitants ne cachent pas leur indignation. Ici sur Condé, je trouve ça inadmissible qu'on ait des routes comme ça alors qu'on paye des impôts tous les ans. Moi je suis à lotissement de l'internat, donc c'est régulier qu'il y ait des problèmes sur la route, des trous. Hein. Dès qu'il pleut, il rebouche et puis après c'est reparti. C'est embêtant parce que tout le monde n'a pas un 4x4 déjà, puis même ceux qui ont 4x4, je pense que des fois... Oui, ça serait bien que les choses soient refaites comme il faut, parce qu'ils nous ont fait une jolie déviation, on n'a plus à attendre le feu rouge pour aller sur la droite au lotissement de l'internat, mais il y a toujours des trous, quoi, puis des baux. Hein. Après, je ne sais pas comment la mairie elle pense pour faire au mieux. Elle a eu des bonnes idées, mais voilà, il y a des états des routes qui ne changent pas et on compte sur eux pour prendre les bonnes décisions après. Certains comme Rosalie, qui nous a contactés via les réseaux sociaux suite à une demande de témoignage, nous raconte. Habitante à Poya, elle a cassé ses amortisseurs sur une des routes de Koné. Et puis j'ai commencé à rouler, puis à chaque fois j'entendais que ça claquait. J'ai appelé mon cousin et puis je lui ai dit s'il pouvait changer mes amortisseurs parce que je ne peux plus rouler avec. J'ai dit que si je passe avec l'assurance, comme mon assurance elle est sur Nouméa, ça va prendre du temps. Parce que t'es sûr que quand tu fais la route tous les jours là, tu vas changer des pièces. Hein. Et on est découragé parce que on est tout le temps obligé de dépenser alors que, je sais pas, quand c'est dans le village, juste à côté des magasins qu'on a l'habitude d'aller, c'est un peu gênant, quoi. Malheureusement, la mairie de Koné n'a pas répondu à nos sollicitations. Nous avons pu joindre David, ancien élu municipal à la mairie de Koné durant la dernière mandature. Il nous explique pourquoi l'état de la route pose toujours problème. Donc chaque collectivité de Calédonie est responsable de son réseau routier. Pour moi, il y a 3 facteurs principaux. Le premier, c'est des dépenses c'est qu'on a un budget qui est contraint avec un poids de la dette. Donc très peu de marge de manœuvre en termes d'investissement. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de plan pluriannuel d'investissement et d'entretien. Et le troisième élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a un service technique qui est sous-dimensionné. La Nouvelle-Calédonie compte 580 km de routes territoriales avec un budget de 334 millions de francs cette année pour les entretenir. Selon la DI3T, un état des lieux de l'ensemble de ce réseau est programmé pour 2022. Je tenais forcément à faire ce geste parce que ça fait partie de mon travail, ça fait partie de moi. Ça fait forcément partie de cette expo qui est Ningming Lakwame. Pour moi, dans la démarche artistique, c'était pour souligner un nouveau visage, dans le sens une nouvelle ligne. Du mot kanak, car déjà le kanak est un mot et qu'après le design permet de sublimer le mot. C'est une œuvre qui s'appelle Hybride et j'ai fait un travail sur la typographie, donc sur le K et sur la ligne du mot kanak pour pouvoir faire une traduction complètement différente, donc assez design et graphique. Ça permet aussi d'avoir une autre traduction en sculpture, en tout cas des possibilités de ma démarche dans le design graphique. C'est plein de formes, plein de couleurs et la touche qu'elle apporte avec les formes de chez nous. Du coup, ça
ça inspire beaucoup et c'est aussi émouvant la façon dans laquelle elle parle de son métissage, quoi, au travers de son art. Et puis nous, on le ressent. J'ai différentes approches. Déjà par ma formation en tant que designer graphique et qu'en même temps j'ai abordé aussi ce qui me lie forcément, donc mon métissage, le métissage du monde kanak et aussi occidental, pour pouvoir en fait trouver un juste milieu sur quelque chose qui paraît simple, mais en tout cas je fais de mon mieux pour le rendre, pour le sublimer en fait, pour le rendre sublime et noble. Face à une diminution de leur chiffre d'affaires qu'ils estiment entre 15 et 40%, les commerçants et artisans de Lifou ont adressé un courrier commun pour interpeller les élus et coutumiers. Ils demandent l'allègement de mesures, et notamment l'interdiction de la vente d'alcool les après-midi et la reprise du trafic aérien. En fait, il n'y a plus de passage les après-midi, mais nous, le personnel, il faut le payer. Et on a à peu près 10 millions bruts par mois de salaire. Et donc là, on éprouve beaucoup de difficultés. Et en même temps, je veux être le porte-parole de tous les artisans de l'île et des patentés. On est presque à bout. Donc il y a des commerçants aussi bien sur la Grande Terre qu'ici qui n'ont plus de trésorerie. Avec les problèmes de transport, avec les problèmes aériens et maritimes, vous voyez, il n'y a pas de touristes sur l'île. C'est les premiers à être impliqués, ils n'ont rien touché du tout. Ils n'ont pas eu de clientèle, tout est fermé. Il y a d'autres secteurs, par exemple les artisans, ils n'ont pas trouvé de boulot parce que voilà, même les grandes entreprises qui viennent sur Lifou, il n'y a pas d'avion. Tout est impacté par rapport à ce chemin pour relier le Lifou de Nouméa. Je crois qu'il y a 2 ans de ça, on avait fait dire où il manque par rapport à la TGC et tout. Et c'est dommage d'en arriver là, quoi, parce que c'est tout le monde qui va être condamné, quoi, en fait. Il n'y aura pas de magasin, il n'y aura pas de station ouverte. Et c'est dommage d'en arriver là, quoi. Alors, pourtant, on a juste les moyens, on est humains, tous les moyens de discuter, de parler autour d'une table pour résoudre le problème une fois pour toutes. Ce matin, l'association a pu rencontrer la grande chefferie de Gaïcha. Des échanges qui ont permis d'aboutir à de premières avancées. Nous, on a été très touchés par cette maladie. C'est pour ça qu'il y a une gérance très stricte de la part des autorités coutumières de Nové-Djévou. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un relâchement, mais toujours avec prudence. Concernant par exemple l'alcool, c'est ouvert toute la semaine, sauf le dimanche et le mercredi après-midi pendant les jours d'école. Voilà la décision qui est sortie après les discussions des coutumiers avec leurs coutumières. Une lettre de doléance a été rédigée par l'association et sera remise demain aux élus de la province des Îles. C'est comme si je recevais des coups de marteau sur la tête. Si j'avais la tête qui était lourde, c'était très dur. À expliquer, c'est très dur les maux de tête que j'avais. C'était intense. J'avais mal dans les jambes, mal dans les bras. Les courbatures que j'avais aussi au niveau du dos, c'est comme si j'avais des picotements dans mes articulations, que ce soit dans mes genoux, dans mes chevilles. Au niveau des bras, si ça picotait, mais ça me faisait mal, quoi. C'est très dur, quoi. C'est que j'ai, c'est que je suis essoufflé et que j'ai toujours l'atout. Je suis encombré. J'ai encore des glaires. Donc là, avec les séances de kiné que je fais, c'est de la réhabilitation pour pouvoir retrouver une forme physique, retravailler l'inspiration et l'expiration. Je pense que oui, être vacciné, je ne serais pas là aujourd'hui à être au kiné, à être essoufflé, à avoir les séquelles. Je pense que j'aurais été protégé. Mais libre à chacun de faire son choix, de se faire vacciner ou non. Nous nous sommes penchés sur un concept très en vogue à notre époque, la maison bioclimatique, et sa place dans le monde de l'habitat social. Mais la première des questions que nous nous sommes posées, c'est qu'est-ce qu'une maison bioclimatique ?
Pour réduire notre impact sur l'ensemble des ressources énergétiques, la maison bioclimatique s'avère être l'une des solutions parmi tant d'autres. Elle est construite selon les ressources renouvelables disponibles dans son environnement proche afin de minimiser son impact environnemental. Car ce genre d'habitation est justement conçu pour être adapté à l'environnement et au climat dans lequel on souhaite l'insérer. On retrouve souvent l'utilisation de bois issus de forêts gérées, voire de terre, ainsi que la protection thermique des toitures et des murs. La ventilation est naturellement utilisée, assurant le confort thermique. Sans avoir besoin de climatiseur, elle assure une température plus basse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet donc une économie d'énergie, mais reste toutefois plus chère à l'achat, à cause de sa construction de qualité. À Point-Bout justement, le Fonds social de l'habitat a mis sur pied un quartier composé exclusivement de maisons bioclimatiques. Le projet initial prévoyait 135 lots destinés à la vente, mais aujourd'hui, une dizaine de maisons ont été construites et seulement 4 sont habitées. Alors, il faut savoir que c'est une opération qui remonte déjà il y a plusieurs années, parce que ça fait à peu près 5 ans qu'un concours a été lancé pour construire ces logements et qu'on a retenu, après une large concertation, ces logements en bois. L'initiative n'est pas nouvelle. On voit aujourd'hui se concrétiser des opérations qui ont été initiées il y a plusieurs années. Et de la même façon, on peut dire qu'aujourd'hui, tous les logements qui sont construits par le FSH bénéficient soit de chauffe-eau solaire, soit de panneaux photovoltaïques. Donc, il y a systématiquement une utilisation des énergies renouvelables. Cette préoccupation, on va surtout la retrouver auprès des bailleurs sociaux. C'est assez paradoxal parce que ce sont ceux qui ont le plus de contraintes économiques pour construire, c'est ceux qui ont le moins de moyens, entre guillemets. Et pourtant, ils posent des chauffe-eau solaires, ils isolent les toitures, ils protègent les fenêtres. Mais pour en arriver là, il fallait lancer des études il y a quelques années, et puis il fallait attendre aussi que le coût des panneaux solaires devienne plus accessible. Parce que si on se souvient quelques années en arrière, c'était beaucoup plus cher, donc pas forcément compatible avec un budget de logement aidé. Parce que pour eux, ça paraît tout à fait logique d'offrir des logements qui soient à la fois confortables à leurs locataires et dont les charges sont réduites. C'est une notion qui est importante. On fait des économies à long terme à faire du bioclimatique. Avoir des familles avec des revenus modestes qui peuvent accéder à la propriété. Donc, si on veut arriver à cet objectif, il faut produire des logements avec des coûts, des prix de revient raisonnables. Là, c'est le cas avec ces pavillons tropicaux dont les prix de revient varient entre 20 et 25 millions. Et puis, il faut également essayer de redonner du pouvoir d'achat à nos acquéreurs. Et en faisant baisser leur facture d'énergie, c'est un des moyens de recréer du pouvoir d'achat. Et donc de pouvoir davantage utiliser ces revenus pour acheter le logement et pas dépenser tous les mois en facture d'énergie. Vous l'aurez compris, le coût de la construction d'une maison écologique est plus élevé que celui d'une maison classique. Néanmoins, à long terme, le choix de l'écologie s'avère judicieux, tant en termes environnementaux qu'économiques. Et bonjour mamie. Bonjour. Je viens voir si ça s'est bien passé ton inspection la dernière fois. Non, ça va. C'est cool comme on dit, quoi. C'est bien. Ils sont gentils aussi. Quand ils sont venus, ils ont vu un peu des petites choses on plante sur le soleil, puisque là, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'endroit mouillé, mais c'est du soleil. Aujourd'hui, Ophélie, animatrice de l'association Bio-Calédonia, rend visite à Elisabeth, agricultrice de la tribu de Goapin, labellisée depuis moins d'1 an. Comme il n'y a qu'une inspection par an, et comme c'est un système participatif de garantie qui est basé sur la confiance, on a besoin d'avoir un petit suivi quand même de ce qui rentre dans le champ, de ce qui en sort, pour que lorsque on fasse une inspection, on sache réellement ce qui a été fait, ça vient d'où. C'est que la norme, elle demande un outil de traçabilité. Alors ça peut être un cahier, un outil informatique, une application. Ce label valorise les pratiques agricoles ou de transformation de produits agricoles qui appliquent les règles de l'agriculture biologique. Toutes les productions agricoles, quelle que soit la dimension des parcelles ou le statut de l'agriculteur, sont donc concernées par le label Bio-Pacifica.
Pupaya pun ikan jan pun tahu nanti pun lapan tome kera ibu nara pamit aja be lebih nana meli atu remba be wande ngoru karuba baka bawa yari nan menjadi bawa yari nan menjadi be nanggo mana menjadi tanah pun menjadi dia wakai kanje bukannya teman kau riba be bijulu kan nembo era juga nabra kan kene injin nabu batin menjadi dia bakaran nabu ya fis. Comme Elisabeth, Frédéric, agriculteur à Pointe-Boute, utilisait à ses débuts les techniques de l'agriculture conventionnelle. Il s'est peu à peu tourné vers l'agriculture biologique et a récemment obtenu le label BioPacifica. Ce label, pour moi, pour nous, ça met en valeur notre travail et notre fierté surtout. Ouais. Et ça permet de prouver qu'on respecte bien les règles justement tout ce qui est culture biologique. Hein. Quel est l'intérêt du label pour un producteur? Il peut être économique, c'est-à-dire qu'un producteur peut venir pour essayer d'avoir une plus-value, parce qu'il il serait dans cette démarche-là, il correspondrait déjà à la norme et il voudrait mettre en avant ce travail-là et donc le vendre un petit peu plus cher. Il y a aussi l'avantage de rentrer dans un réseau. On a un recueil de connaissances entre toutes les personnes qui est vraiment impressionnante et déjà nos producteurs entre eux peuvent s'échanger. Parce qu'un producteur qui est bio donc, a des semences bio et peut fournir à d'autres producteurs.